Excusez-moi, on va faire un petit clap comme ça, vous y retrouverez. Voilà, on va faire ça aujourd'hui. Donc je considère comme acquis que vous ayez regardé le cours d'introduction, hein, le cours magistral, introduction à la performance, qu'est-ce que c'est que la performance, pourquoi le corps c'est important, etc. Que je vous ai fait, je sais, très DIY, mais que je vous ai envoyé en 4 parties et que vous avez dû regarder. Si vous ne le regardez pas, c'est simple, vous ne pourrez pas avancer, vous ne comprendrez rien à ce que c'est des perfs, alors qu'une fois qu'on a regardé en particulier les performances qui sont associées donc, à ce cours, et je vous ai fourni tous les liens, vous comprenez tout de suite de quoi il retourne. Donc ça fait partie, c'est le cours numéro 1, il faut absolument le regarder. Voilà, c'est pas très pratique d'avoir d'un côté le PowerPoint, quelqu'un qui parle, qui est enregistré comme ça, et puis regarder des trucs, mais enfin bon, on en est là. Hein, donc, après 2 mois de travail intensif sur la préparation technique de ce télétravail. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le vif du sujet. Alors, normalement, j'ai un PowerPoint. Quoi? Bon, voilà autre chose. Bon, le PowerPoint ne fonctionne pas. Alors ça, si même le PowerPoint ne fonctionne pas, hein? Il y a quelqu'un qui veut venir bricoler, changer de format, quoi. Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas, il y a quelqu'un qui dit quelque chose sur le format, s'il veut venir le faire, il le fait. Pourquoi ça marche pas? Il y a quelqu'un qui a une idée? Merci beaucoup. Bon, donc j'avance, merci. Donc si tu as une idée pour faire... C'est dommage parce qu'il est beau ce PowerPoint. Bon, ceci dit, je vous l'enverrai sur Facebook. Hein. Car il ne s'agit pas d'un fichier PowerPoint. Bah ouais, bien sûr que oui, c'est un fichier PowerPoint. On peut l'ouvrir autrement. Je te laisse faire. Bon, s'il vous plaît. Donc ça, c'est le deuxième bloc thématique. Donc c'est... Waouh. Pas mal. S'il vous plaît. Donc là, c'est un cours assez dense qui est consacré au paradigme de genre. C'est quoi un paradigme? Vous avez dû rencontrer ce terme en grammaire, etc. Donc c'est une manière, si vous voulez, un modèle, une manière théorique d'expliquer quelque chose. Donc par exemple, on peut dire que quand on parle du genre, et ça fait un bout de temps qu'on en parle, et actuellement il y a de l'actualité autour de ça, on peut très bien dire, voilà, le genre c'est une performance, le genre c'est une construction, le genre c'est une technologie, le genre c'est un travail. Et ben, en ce moment, vous avez tout un mouvement autour féministe, transnational au niveau de la grève, et il y a cette histoire de grève du genre. Donc ça veut bien dire que quelque part, c'est plus le paradigme, par exemple, de la construction, qui est bien pertinent, mais celui du travail. Bon, j'ai pas le temps de développer sur le genre comme travail, c'est pas l'objet de cette séance. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur le genre comme construction culturelle et sociale, que vous avez sans doute croisé, enfin, par exemple, quand on dit qu'on a affaire à des anthropologues ou des sociologues en général, ils sont constructivistes, c'est-à-dire qu'au lieu de penser quelque chose de naturel, ils vont essayer de montrer que ça dépend c'est multifactoriel, ça dépend de facteurs sociaux, de facteurs culturels, etc., etc. Donc ça, c'est une manière, on va dire, ancienne, entre guillemets, de penser la question des rôles sexués, la question du masculin, du féminin, la question de qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, etc. On n'a pas attendu Judith Butler pour se poser ces questions. Oui, il y a 2, à mon avis, c'est encore un petit peu. Alors,
Ce qui va beaucoup vous aider, c'est un cours important, parce que bon, pour ceux qui ont déjà eu le premier cours et qui ont un peu compris de quoi y retourner, pour le TD, comment ils allaient faire une performance qui traite... Oui. Bravo. Merci. Mais j'ai pas vu comment tu as fait. En fait, j'ai retiré la clé, je l'ai remis, et c'est pour ça. C'est magique. Le problème, c'est ça, c'est que c'est magique. Cette clé est neuve, hein. Mais bon, l'important, c'est qu'on l'ait. Donc voilà. Donc c'est exactement évidemment ce que j'étais en train de dire. Donc, à savoir qu'on peut considérer que le genre est une construction. Donc je vais y revenir, mais assez rapidement, avec des exemples d'anthropologues, de féministes, etc. Et après, nous, ce qui nous intéresse, et que vous connaissez peut-être moins, c'est comment on peut arriver à dire que le genre est une performance. Et c'est vrai que ça, c'est la théorie du genre comme performance, qui a été développée par Butler, donc Judith Butler, qui est cette féministe, qui ensuite a été, fait figure, si vous voulez, de référence de la théorie queer. Je dis fait figure parce qu'elle, quelquefois, elle se désidentifie un petit peu d'être comme ça, la référence de la théorie queer. Et donc, bon, qu'est-ce que ça apporte, ce paradigme, comment on peut... Donc, je vais vous expliquer un peu théoriquement comment elle développe ce modèle dans un ouvrage qui est très connu maintenant, qui s'appelle, en traduction française, Trouble dans le genre, et qui est paru en 1994 aux États-Unis, qui s'appelait Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, ce qui est un titre un petit peu différent. Donc vous voyez, ce matin, on a vu c'est quoi les performances qu'ont fait vos collègues l'année dernière, et ça traitait du genre. Ça, c'est le premier sens de performance, c'est aussi le sens, on en a un peu parlé aussi au premier semestre, enfin c'est la forme, on va dire, artistique, spécifique, etc. Et après, ce sens est aussi présent dans la définition qu'elle va en donner en Butler, mais c'est aussi une manière théorique de concevoir et très novatrice, effectivement, de voir le genre. Donc ça, évidemment, les deux ensemble, ça va être, c'est ce qui va un peu vous servir d'outil de compréhension, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut le décliner nécessairement, pour vous, votre performance, qui va porter, si vous le souhaitez, sur les genres. Et c'est vrai que le cours magistral, et puis ce qu'on va faire en TD, bon, on va plus traiter de ça, on ne va pas tellement traiter de l'ethnicité, on ne va pas tellement traiter des performances de la race par faute de temps. Après, si vous voulez faire une performance, l'année dernière, des performances sur l'état d'urgence, etc., ça sert aussi, mais peut-être moins directement. Voilà. Alors, cette année, j'ai pensé aussi que ça pouvait être utile, pour mettre un peu en perspective les choses, de revenir sur quelqu'un dont on parle beaucoup, qui est John Money, dont vous avez peut-être entendu parler quand il y a tous les débats et toutes les polémiques et toutes les controverses sur la théorie du genre, qu'on attribue à John Money et à Judith Butler, sachant que des fois les gens qui pratiquent Judith Butler en France ont eu tendance à dire qu'elle ne faisait pas la théorie du genre. Si, Butler et Teresa De Lauretis, elles sont allées à l'université pour faire de la théorie, on ne peut pas leur reprocher. Dans les premiers chapitres de Troubles dans le genre et dans Technologie du genre, vous avez les termes théorie du genre. Ce n'est pas nécessairement l'acception des antigenres catholiques, par exemple, etc. Mais ça existe. La théorie du genre, le fait de se chier dessus en disant alors qu'on la pratique, ça n'existe pas. Non, ça existe, sinon il n'y aurait même pas de débat. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir aussi pourquoi John Money est quelqu'un qui est sans cesse convoqué pour expliquer ces choses-là. Alors moi, ça m'intéresse aussi parce que c'est vrai qu'un des biais du cours, quelquefois, c'est de faire comme si la théorie du genre, c'était uniquement Butler, etc. Non, à partir du moment où vous dites que le genre est une construction culturelle et sociale, vous pouvez faire fonctionner ce propos théorique dans n'importe quel sens politique. À des fins, alors après, ça vous juger, conservatrice, régulatrice, subversive, féministe, pas féministe, mais les catholiques en ce moment qui sont contre la théorie du genre, bien sûr, ont une théorie du genre. C'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être pas inutile de revenir un petit peu sur ce que John Money a fait dans ce domaine. Donc lui, c'était plutôt construction. Et comme j'ai vu dans vos copies, qui étaient loin d'être mauvaises, je suis désolée de le dire, vous avez bien accroché à cette histoire de biopolitique.
enfin, cette histoire. C'est vrai qu'avant, je faisais peut-être pas un accent sur la question biopolitique et le genre. Et c'est très flagrant quand on regarde justement qu'a fait John Money. Donc je me suis dit, bon, pour poursuivre un petit peu dans la perspective qu'on avait eue au premier semestre, ce serait peut-être pas mal d'aborder un peu plus avec un angle biopolitique, justement, les théorisations des genres. Donc, en gros, vous allez voir tout de suite de quoi il retourne, hein, mais c'est de savoir aussi quels sont les types de savoirs qui sont convoqués pour expliquer le genre. Et vous allez voir qu'avec John Money, c'est pas du tout la même chose que Butler. Donc, comme encore une fois, j'ai vu que ça avait bien marché, enfin, j'ai eu de très bonnes copies là-dessus, la perspective généalogique, justement de Foucault, etc. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal de faire à la fois le lien avec l'actualité, de prendre un exemple de construction, etc. Donc, je vais aller assez vite, parce que du coup, je vais essayer d'en mettre un peu plus en cours que d'habitude. Là, je l'enregistre, donc après, si ça vous dit de le revoir, vous pouvez le revoir, sachant que ça met du temps à uploader. Comme je disais ce matin, c'est un peu compliqué, ça met 1 jour et demi. Ça me bloque l'ordinateur pendant 1 jour et demi. Enfin bon, passons, mais j'essaierai de vous le mettre. Ah, oui, oui, la technique, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Voilà. Donc, avant d'aller sur John Money, bon là, vous avez quelques généralités. Donc, évidemment, les anthropologues, les sociologues, donc John Money, certains le considèrent comme un sociologue. Vous verrez que c'est un peu entre la psychologie et l'anthropologie. On avait... Ah, c'est un peu flou, désolé, on ne peut pas tout avoir. Vous avez vu que des fois, de toute façon, les gens qui sont sociologues sont aussi... la frontière entre anthropologie et sociologie, bon, elle bouge, etc. Et que, de toute façon, toutes ces sciences de l'homme, hein, ces sciences sociales, on a vu aussi dans quelles conditions elles étaient apparues, que ce n'était pas neutre, que là aussi, ça peut servir. Vous pouvez avoir des anthropologues qui vont dans des politiques eugénistes. Encore une fois, là, il y a une ambivalence donc, des sciences dites de l'homme et de leur rôle régulateur ou pas, etc. Donc ici, vous avez un livre de Margaret Mead, qui est une anthropologue qui a beaucoup écrit dans les années 50 et les années 60, et qui a écrit ce livre-là, Et l'autre sexe, où là, la démarche, c'est plutôt d'aller voir, donc elle a fait des terrains, comme on dit, en Mélanésie, l'anthropologie, on va dire, en dehors des pays, ce qui des fois la différencie de la sociologie, en dehors de sa propre culture, pour voir justement comment les rôles masculins et féminins étaient codés dans des sociétés qui n'étaient pas la sienne. Margaret Mead est une américaine. Et donc, tout ça pour dire que dans les années 50, vous avez les anthropologues, les sociologues qui disent, bah oui, c'est vrai qu'on remarque que les cultures, les sociétés ont tendance à binariser ou à se servir de fil conducteur, le masculin, le féminin, pour pouvoir expliquer la société, la différence des rôles entre les hommes et les femmes, etc. Donc là, vous avez ce serait bien si moi je le voyais aussi, d'ailleurs. Tant qu'à faire. En même temps, il faut que je sois là, donc c'est un peu compliqué. Donc, l'humanité a toujours, dans toutes les sociétés, édifié une vaste superstructure de distinction sociale entre les sexes, distinction auxquelles leurs modalités contradictoires interdisent manifestement une valeur universelle. Donc, c'est intéressant parce qu'on a toujours l'idée que, bah oui, il y a toujours des hommes et des femmes, ça a toujours été comme ça, etc. Oui, sauf que quand on regarde, en tout cas quand Margaret Mead fait ses enquêtes, à la limite, il y a des fonctions masculines qui peuvent basculer du côté féminin, etc. Donc, c'est pour ça qu'elle dit c'est pas si universel au sens où on ne peut pas dire que voilà, le féminin c'est forcément ça, le masculin c'est forcément ça. Donc vous avez des déclinaisons culturelles, locales, etc. Donc d'où l'interrogation, faut-il nécessairement qu'il existe de telles structures, etc. Donc nous on avait vu, j'y reviens pas, que selon certains auteurs, historiens comme Thomas Lacker, l'idée d'un système genré extrêmement binaire, excluant, est quelque chose donc, qui ferait son apparition à l'époque moderne pour des raisons économiques, capitalistiques, régulatoires, etc. J'y reviens pas. Donc ici, justement, les anthropologues introduisent une certaine variabilité, si vous voulez, dans les genres, puisqu'ils se rendent compte. Donc ici, vous avez des exemples des Wiwa qui sont des identités de genre dans des cultures Native American, où on peut être à la fois masculin et féminin. Dans d'autres
culture Native American, ça s'appelle les Two Spirits, etc. Donc vous avez donc une configuration du masculin et du féminin sur un même corps qui est différente de celle que nous, par exemple, on connaît ou on a connue, etc. Et où vous avez des systèmes genres qui sont sexe-genre. Alors ça, nous, c'est un peu nos catégories à nous, hein, sexe-genre, bien sûr. L'idée que le sexe, ce serait la partie biologique et que le genre, ce serait la partie construite culturellement, socialement. Nous, c'est binaire, hein, deux sexes, deux genres, mais vous avez énormément de cultures où vous avez plus de genres que trois, pas le troisième genre du 19e siècle, vous avez un genre, enfin ça ne veut pas dire que vous en avez 100, mais vous avez des noms d'ailleurs qui désignent justement des identités de genre qui mélangent ce que nous on perçoit comme masculin et féminin, voire même qui sont codés comme ça, mais qui ne correspondent pas au système binaire, on va dire occidental, eurocentré, moderne, que nous connaissons. Donc, par exemple, ici, des noms qu'on connaît parce qu'on a été acculturé western et compagnie, donc Sitting Bull, Crazy Horse, etc., avaient des femmes qui étaient des femmes que les anthropologues n'ont pas hésité à qualifier d'homosexuels, qui étaient des hommes qui avaient des rôles à la fois domestiques et des rôles sexuels féminins. Mais évidemment, que nous, enfin que les anthropologues, on va dire, ont qualifié d'homosexuel avec la terminologie du 19e siècle, enfin de tout ce qu'on a vu, la scienta sexualis, mais c'est d'autres noms. Ici, c'est Winke. Vous savez qu'il y a toute une polémique aussi autour de Jeanne d'Arc. Pourquoi est-ce que c'est rétroactive aussi? Pourquoi est-ce qu'elle a été brûlée? Parce qu'elle se faisait passer pour un homme. Pourquoi est-ce qu'elle s'habillait en homme? Il y a des relectures rétroactives. Est-ce que c'était une personne transgenre, etc., etc. Enfin bon, on peut aussi après réinterpréter les gens avec des grilles d'intelligibilité différentes. Je ne suis pas en train de dire que Jeanne d'Arc était transsexuelle. Je suis en train de dire que dans les cultures transgenres, il y a des questionnements par rapport justement, quelque part, elle rentrait peut-être, elle rentrait peut-être pas dans le, pardon, dans la grille d'intelligibilité culturelle des gens. Donc ça, je vais très rapidement, puisque on l'a quand même vu dans le cours, identité culture, quand on est revenu sur toute la scienta sexualis, etc. Bien sûr, vous avez aussi qui s'est occupé de dire ce que c'était le masculin et le féminin. Eh bien, vous avez les psychiatres, les psychologues, donc j'y reviens pas, les sexologues, mais les psychanalystes, Freud en avait parlé, la théorie de la bisexualité psychique, mais aussi Kraft-Ebing, vous en avez parlé, vous savez, qui a écrit la Psychopathia Sexualis et qui se nourrissait des confessions de ses patients, des gens qui voulaient expliquer qu'ils avaient un genre différent de leur sexe, qu'ils avaient une âme de femme dans un corps d'homme, etc., etc. Hirschfeld, donc, qui est aussi un sexologue qui a quitté l'Allemagne puisque les persécutions nazies ont commencé contre notamment l'Institut qu'il avait installé à Berlin sur justement tout ce qui était sexualité, etc. Freud. Dans les années 20, dans les années 30 aux États-Unis, vous avez Kinsey, donc quand on parle du fameux rapport Kinsey, où il y a eu quelques films qui ont popularisé un petit peu la personnalité du docteur Kinsey. Donc vous savez qu'il y a la fameuse enquête Kinsey dans les années 50 aux États-Unis, où Kinsey produit, et c'est là qu'on retrouve notre question de biopolitique et de statistique, une échelle de 1 à 10, où en interrogeant, en faisant une grande enquête sur la sexualité des Américains, et en partant que des pratiques sexuelles, il arrive à dire, il dit qu'il y a beaucoup plus de personnes homosexuelles qu'on le dit, si on considère qu'être homosexuel, c'est avoir eu des pratiques sexuelles avec un autre homme, pas forcément revendiquer l'identité homosexuelle. Donc ça c'est une manière, si vous voulez, aussi de considérer quelque part, d'identifier des comportements qui seraient plus passifs, plus féminins, etc. Harry Benjamin, qui était aussi un médecin, donc qui lui a plutôt essayé c'est aussi un modèle qu'on retrouve plutôt dans les pays anglo-saxons, au lieu de faire quelque chose de binaire, d'établir une échelle qui va du masculin vers le féminin, qui est graduée, où les gens se situent plus ou moins. C'est d'ailleurs aussi la logique de Kinsey, s'il va de 1 à 10, c'est que les gens peuvent se situer un petit peu, pas forcément entre les deux, mais à différents stades de l'échelle. Et eux sont sur une problématique qui consiste à constater, surtout quand ils prennent en compte, on va dire, leurs données qui leur reviennent du terrain, que c'est beaucoup plus compliqué que de sexe, de genre. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la citation « The infinite diversity of the male-female scale ».
Donc, et là, vous avez un lien pour aller plus loin sur Harry Benjamin, si vous le souhaitez. Alors là, je ne vais pas beaucoup en parler, je ne vais pas avoir le temps d'y revenir, parce que Moni, en fait, est plutôt quelqu'un qui a traité les personnes, entre guillemets, les personnes dites hermaphrodites, on dirait maintenant intersexes, mais au même moment où travaille Moni, ils sont d'ailleurs un peu en concurrence, ils ont fait la même université, vous avez toute une... et ça va alimenter la réflexion sur le genre, justement, et ça va générer des théorisations du genre. Vous avez toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est un transsexuel, qu'est-ce qu'il faut faire quand les personnes s'identifient comme transsexuelles. Et dans les années 50, vous avez un développement des cliniques de réassignation de genre qui vont se développer aux États-Unis, donc avec toute cette idée de, s'il y a des personnes transsexuelles, ça veut dire qu'il y a des personnes qui, quelque part, ne sont pas en accord avec le sexe dit biologique, qu'on les définisse par exemple comme les parties génitales féminines, masculines. Bon, il y a des gens qui viennent voir, entre autres, ces psychologues et ces psychiatres pour leur dire, écoutez, faites quelque chose, nous, on n'est pas dans le bon corps, pour aller vite. Un homme qui veut devenir une femme qui veut devenir un homme, c'est surtout en plus un narratif, enfin un récit qui est justement très binaire à l'époque et qui est présenté comme ça ici. Donc je vous ai juste mis des images parce que ça va être très très influent à l'époque. Donc de la première popularisation au sens dans la culture populaire, les journaux, etc. Donc d'une chirurgie de réassignement de genre réussi. Donc Christine Jorgensen, vous avez ici, on ne voit pas très bien, mais une manchette de journal américain, en plus un militaire qui devient une femme blonde. Enfin, on passe vraiment, vous voyez, de la masculinité dure, enfin de la masculinité en général, quand on va dans l'armée, si on n'est pas masculin, on devient. Hein, il y a tout un apprentissage qui est fait pour ça. Et ensuite, donc, qui est devenue Christine Jorgensen, qui ensuite est devenue éditrice, monteuse à la RKO, qui était un studio de cinéma hollywoodien et qui aussi a fait du spectacle, etc. Et en France, vous avez eu donc Coccinelle, mais beaucoup plus tardivement. Bon, récemment, vous avez eu l'exemple de Caitlyn Jenner, donc qui était donc aussi un champion olympique, etc., qui est devenue la femme qui a fait la télé-réalité que l'on sait, etc. On s'est souvent demandé pourquoi les femmes transsexuelles qui s'identifient comme telles, donc je dis transsexuelles, étaient dans l'armée ou dans des professions extrêmement justement viriles ou virilisantes. C'est aussi parce qu'ils voulaient contrer justement ce côté féminin. On s'est retrouvé généralement dans des professions pilote d'avion, soit à la perche, militaire, etc. Puis après, finalement, on se rend compte que bah non, ça marche pas. Donc, voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a toute une... Là, je vais parler de Moni, j'aurais pu parler de Stoller, donc, qui est un psychiatre qui va d'ailleurs créer cette terminologie de rôle de genre, mais aussi pour montrer, c'est un peu la même idée, que lui, il va dire, voilà, le rôle de genre, c'est parce qu'il y a des sexes psychologiques qui ne correspondent pas au sexe biologique. Lui, il n'utilise pas la terminologie de genre. Là, les mots sont un peu importants. C'est vrai que c'est Moni, le premier, John Moni, dont on va parler ici, qui a utilisé le terme de genre. D'où après Gender Studies, etc., etc. Donc ici, je vous ai tout dit. En gros, les psychiatres et psychologues, ouverture de la première clinique d'identité de genre. Vous voyez là aussi une définition justement constructiviste du genre à partir du moment où on dit ce qui est important, c'est pas le sexe biologique. Ici, par exemple, l'accent sur le rôle des parents, de la socialisation dans la famille. Parents are more important than nature's own sex gland in giving masculinity to our sons and femininity to our daughter. Donc, il y a cette idée que, après, on peut très bien dire que des personnes qui, quelque part, ne se reconnaissent pas dans le sexe assigné à la naissance ou dans leur sexe biologique, si on veut dire que le sexe biologique, c'est les parties génitales externes, par exemple, dire qu'ils sont fous, qu'ils sont malades, qu'il faut les soigner. Hein. Mais on a cette première séparation qui se fait entre sexe et genre. Bon, qui en plus est très évidente au sens où d'un côté on met la nature et de l'autre côté on met la culture quelque part. Vous voyez que ça rentre bien dans nos manières de penser, on va dire euro-américaines
américaine, occidentale, etc., où on binarise le corps et l'âme, le biologique et la nature. Bon, le biologique, c'est différent, c'est déjà une construction scientifique, si vous voulez, une traduction discursive de ce qu'on appelle la nature. Donc John Money, Robert Stoller, etc., et débat sur les antigenres, j'y reviens pas. Donc là, rapidement, il ne faut pas que je fasse des unités trop grandes avec ce truc, parce qu'après, c'est... Donc là, je viens directement sur Money. Alors je ne sais pas si vous avez, ce que vous avez entendu ou attrapé de John Money. Donc les antigenres, pas uniquement en France, c'est vraiment un mouvement international qu'on retrouve au Brésil, en Italie, dans toute l'Europe. Hein. Donc suite, et pas nécessairement que suite à la manif pour tous, et au débat sur le mariage dit homosexuel. C'est justement une reprise en main justement de la théorisation du genre en accusant quelqu'un comme John Money d'être à l'origine justement de choses horribles, de pédophilie et d'erreurs dans la manière dont il a inventé les tables de la loi, hein, un petit peu pour donc les personnes intersexes, donc des personnes qui naissent avec un tissu génital, on va dire indéterminé, et où les parents et où les médecins vont dire bon, il faut prendre une décision, fille ou garçon. Donc c'est important, c'est pas parce qu'il y a le discours simplement des antigenres sur Money que j'en parle, c'est parce que dans toutes les cliniques aujourd'hui sont encore un petit peu les raisonnements de Money qui sont appliqués. Et de fait, Money s'est trompé. Ici, vous avez donc le portrait, le garçon blond que vous voyez, et quelqu'un donc que Money a voulu assigner en fille, donc qui a été hormoné. Donc on a donné des hormones, on a fait une chirurgie, une vaginoplastie, et puis en fait, Brenda se sentait pas Brenda du tout. Donc à 16 ans, elle est repartie dans l'autre sens. Et elle avait une sœur jumelle, et finalement il s'est suicidé. Donc il y a eu vraiment un vrai problème, puisque Money en plus disait tout va bien, évidemment il voulait en faire, c'est aussi tout le problème du discours médical et des case studies où on veut prouver que la théorie marche bien, et puis ça se passait pas bien du tout. Donc Money, à juste titre, s'est trompé, et on va essayer de comprendre pourquoi de toute façon, à vouloir prédire le genre, on peut se tromper, par définition, oui. En fait, juste je vais dire après, je suis pas sûre que si Money, lui, il est pro, il faut diviser à la clinique, à la naissance, ou juste lui, justement, lui, il ne prône pas la division. Si, il faut diviser, puis je vais y revenir en détail, oui, bien sûr. Il faut choisir fille, garçon, et comment on choisit on choisit, c'est pour ça que j'ai parlé aussi des transsexuels et surtout des techniques de production de la féminité pour les personnes transsexuelles, parce que c'est exactement les mêmes technologies, enfin les mêmes traitements, si vous voulez, qui sont utilisés pour les personnes intersexes, à savoir prise d'hormones féminisantes et chirurgie. Sachant qu'à l'époque, on sait déjà que les personnes intersexes ou hermaphrodites, si on ne leur fait pas la chirurgie, si on ne fait pas l'hormonothérapie, en général, ils ne sont pas malheureux. Donc vous voyez, là, c'est pour ça que c'est un bon exemple du biopolitique, parce que c'est un exemple d'intervention sur le vivant, sur le corps, qui est justifié par des théories médicales, mais pas que. Donc, effectivement, qu'est-ce que c'est l'axe approcher un petit peu ce John Money par le biopolitique, c'est de voir justement comment, bon ça on l'avait vu encore une fois avec Foucault, mais on l'avait vu aussi avec les penseurs de la théorie décoloniale, hein, Osfugel, Mignolo, qui déconstruisent un petit peu les savoirs, etc., qui montrent que les sciences, notamment classificatrices, typologisantes du 19e siècle, avaient pour objectif une régulation des corps, du vivant, de la population, de la démographie, avec des axes qui sont souvent celui du genre, celui de la sexualité, du sexe, de la sexualité ou de la race. Hein. Donc ça peut donner le darwinisme social, ça peut donner l'eugénisme, mais toutes ces sciences, évidemment, la statistique, la démographie, la psychologie, l'anthropologie, la psychiatrie, etc., participent donc d'une gestion d'administration de la vie. Donc vous
Vous savez, on l'avait vu ensemble que pour Foucault, c'est justement une nouvelle forme de pouvoir. Il n'y a pas que le pouvoir juridique, il n'y a pas que la loi, il y a aussi tout ce qui discipline les corps et aussi tout ce qui les administre quand on commence à considérer une population. Ça peut être une population de migrants, ça peut être une population, c'est les femmes, ça peut être une population, etc., etc. Donc l'idée, c'est de voir encore une fois en quoi, quand il y a une théorisation du genre, eh bien, elle intervient très concrètement sur le corps des gens et pourquoi il y a une dimension politique. Pourquoi, par exemple, si on veut le 1 et le 2, c'est parce qu'il y a l'état civil, parce qu'on veut pouvoir aussi, c'est plus facile d'administrer les gens si vous pouvez les classer avec un état civil qui fait le 1, qui fait le 2. La carte d'identité, l'état civil, le 1 et le 2, l'état civil, ça n'existait pas au XVIIe siècle, par exemple. On peut vivre sans carte d'identité en Angleterre, jusque, je crois qu'on n'a toujours pas de carte d'identité. Nous, on pense que c'est évident l'état civil. Donc c'est aussi un processus de régulation, etc. Par exemple, ici à la fac, si des personnes trans veulent changer leur adresse mail, on dit c'est pas possible, c'est connecté à l'état civil. Allez à la mairie. Voyez un docteur qui vous fasse un certificat comme quoi vous êtes trans un peu cinglé et on verra après. Mais tout ça, c'est des constructions discursives en soi. Pourquoi le mail à la fac serait lié à l'état civil? Parce qu'on a l'idée que ce qui fonde notre identité, c'est vous êtes un homme, vous êtes une femme. Chez John Money, c'est la même chose. Et on va voir comment ça se traduit chez John Money. Donc, encore une fois, vous voyez, si on se met à théoriser sur les genres, ça peut être utilisé, comme je disais tout à l'heure, à des fins progressistes, à des fins féministes, à des fins de contrôle. Par exemple, si vous avez des statistiques sur la reproduction, si vous avez des statistiques sur la domesticité, si vous avez des statistiques sur la santé, etc., vous voyez bien que c'est encore une fois, c'est de la gestion du vivant. Donc, en gros, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu qui sont les opérateurs de genre. Donc, il y a les médecins, les psychologues, les anthropologues, les psychiatres, les psychanalystes, les féministes, mais aussi, bien sûr, l'État, l'université, le cinéma, l'armée, les guerres, la famille, etc., etc. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de lieux, ça fait beaucoup de sciences aussi qui, quelque part, à un moment, font qu'on a une vision stabilisée de, oui, c'est ça, le masculin, c'est ça, le féminin. Donc, Money, considérons que c'est un peu la naissance du genre, quelque part. Alors, je vais juste couper un coup là, comme ça je serai